Bonjour, bienvenue dans l'épisode 35 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui de parler du deuil, ou plutôt des deuils. Et oui, le deuil avec un grand D, c'est comme la psychanalyse avec un grand P, ça n'existe pas vraiment. Il y a des deuils et des psychanalyses. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend, c'est parti. Vous avez sans doute déjà entendu la fameuse expression « faire son deuil », lequel se ferait en quelques étapes et serait terminé une fois atteint le niveau acceptation. Dans notre monde capitaliste, franchement, on s'invente des trucs improbables et néfastes pour nous-mêmes, les êtres humains, mais bref, dans notre monde capitaliste, vous l'aurez remarqué, il faut aller vite. Et non seulement être stable, car cela assure la productivité, mais en plus optimiser, car cela maximise la productivité. Autant dire que le processus de deuil ne répond pas franchement au cahier des charges capitaliste. Le deuil est un processus, et spoiler alerte, certains d'entre eux n'en finissent jamais de se terminer, et c'est normal, et c'est ok. Et pourtant, ce n'est pas faute d'injonction à faire son deuil vite et bien. Qui dit deuil dit mort, mais mort au sens large. Bien sûr, en premier lieu, vous avez peut-être pensé à la mort de personne. Mais ici, je dis la mort au sens large, car la vie étant un mouvement perpétuel, quelque part, la mort l'est aussi. Des deuils micro ou gigantesques, nous en vivons en permanence, et ils prennent plus ou moins de place. Les jours suivent et ne se ressemblent pas vraiment, les périodes de vie non plus, et notre vie est faite d'une multitude de grands et de petits deuils, plus ou moins faciles à vivre, avec toujours cette ambivalence à vouloir aller de l'avant, tout en conservant un petit bout du passé parfois. Ce mouvement de va-et-vient, on l'a d'ailleurs dès la toute petite enfance. Quand une enfant d'1 an à peine se dresse sur ses jambes et tente de se déplacer toute seule, elle est mue par cette envie de faire les choses par elle-même, de se déplacer sans l'aide d'une adulte. Et pourtant, c'est aussi un moment où, justement, pour se sécuriser, elle va chercher les bras d'une adulte. Un tout petit devient grand, mais n'est plus si petit, et pourtant est tout petit encore, et a besoin de l'être pour grandir. Nous sommes de très logiques, paradoxes sur pattes, les êtres humains. Toute notre vie, je disais, on fait de micro et de macro deuil, car on franchit des étapes. Et à chaque étape de notre naissance qui nous fait quitter un état de fusion corporelle que nous ne connaîtrons plus jamais, jusqu'à notre mort, on ne cesse de franchir des étapes qui laissent derrière nous autant de plus jamais, dont on est certes riche, mais qui restent des plus jamais. On a de cesse d'être des sortes de phénix qui brûlent et renaissent de leurs cendres, en ayant l'air d'être toujours plus ou moins les mêmes en apparence, et en étant pourtant jamais plus vraiment les mêmes. C'est magnifique et tragique à la fois, notre condition d'être vivant. On ne peut avancer et explorer qu'en laissant derrière nous des plus jamais. Et c'est ok que ces moments de passage soient plus ou moins difficiles, plus ou moins tristes, plus ou moins douloureux, et qu'ils fassent écho à d'autres plus jamais. Quand on est parent, on traverse des deuils en permanence. On découvre un petit bébé, pour lequel on ressent un amour infini. Puis ce bébé se met à marcher, puis à parler, puis à poser 1000 questions, puis à vivre de plus en plus sa vie en autonomie. Un jour, il devient ado, et quelque temps après, il part vivre sa vie. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'on porte son enfant dans ses bras pour la dernière fois. C'est extraordinaire de voir grandir un enfant. Et c'est extraordinaire et possible car il y a autant de plus jamais qui vont avec. Des étapes et des moments dont on reste riche, mais qui ne reviendront jamais. C'est fini, pour toujours. D'ailleurs, il est un deuil plus ou moins douloureux à faire de chaque côté de la relation parent-enfant à un moment ou à un autre. Il y a les parents qu'on aurait eu besoin d'avoir, ceux qu'on aurait aimé avoir, et ceux qu'on a eus et ou qu'on a. Idem pour les enfants. Chaque parent a une relation unique avec son enfant, et cette relation est vivante, car parents et enfants sont vivants. Dans un film que j'avais vu il y a des années, un des personnages dont l'anglais n'était pas la langue maternelle disait systématiquement « Nice to meet you », alors même qu'il connaissait déjà les personnes. Il disait donc un équivalent de « ravi de vous rencontrer » au lieu de « ravi de vous voir » ou de vous revoir. J'aime beaucoup cette réplique, car au fond, il devrait toujours en être ainsi. On devrait toujours aller à la rencontre de l'autre, avec curiosité et ouverture, quand bien même on connaît cette personne. Ou pour être plus précise, quand on en connaît quelques parties, car, ne vous leurrez pas, vous ne connaîtrez jamais entièrement une personne, et personne ne vous connaîtra jamais entièrement, pas même votre psy. Enfants et parents partagent une intimité, une proximité, un quotidien, et pourtant chacune, chacun ne cesse d'être en mouvement, comme tout être vivant. Parfois les personnes avec lesquelles je travaille et qui sont parents ont peur de faire peser leur histoire sur leur enfant. Elles ont bien raison, car on transmet toujours, qu'on le veuille ou non, alors autant travailler sur comment transmettre et quoi travailler de son côté. Mais il faut aussi garder à l'esprit qu'un enfant, une enfant n'a pas la même histoire que son parent. Chacune, chacun a deux histoires différentes, même si les deux jouent un rôle important dans la vie l'un de l'autre.
peut-être que le deuil est là, dans cette idée qu'on se fait selon laquelle on connaît une personne. Ça peut être rassurant, sécurisant dans une certaine mesure. Et en même temps, aller régulièrement à sa rencontre, c'est probablement ce qui peut permettre de tisser la relation avec une vraie justesse. En fait, on n'a jamais fini de se rencontrer soi. C'est l'aventure de toute une vie. Et on n'a donc jamais fini de rencontrer l'autre. C'est aussi ça qui est merveilleux dans les relations humaines. Mais quel boulot d'être un être humain, hein, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est valable pour tant de relations, qu'elles soient familiales, amoureuses, amicales, professionnelles, etc. On a des deuils à vivre au sein de ces relations ou des deuils de ces relations. Tout comme on a des deuils à vivre au sujet de la vie qu'on imaginait avoir, de qui on pensait être, de ce qu'on pensait aimer, de ce qu'on ne vivra finalement pas, ou pas comme ça, ou pas du tout. Je ne dis pas cela avec l'idée qu'on doit se contenter ou se résigner, certainement pas. Même si je sais aussi que chaque personne fait ce qu'elle peut, avec son histoire, son environnement et toutes les données qui composent sa vie. Je dis cela dans l'idée de vivre au plus près de qui on est, et donc en allant à sa propre rencontre, pour essayer autant que faire se peut, de vivre une vie pleine de sens pour soi, et donc dans un mouvement perpétuel puisque, je le rappelle, nous sommes des êtres vivants. À chaque étape de notre vie, et même pour chaque journée, chaque heure, chaque minute, on vit avec cette certitude qu'un jour on va mourir. C'est aussi pour cela qu'il est urgent de vivre une vie qui a le plus de sens possible pour soi. Et ce sens évolue parfois car nous sommes des êtres mortels certes, mais surtout vivants, hein, vous avez remarqué, je le rappelle, et donc en perpétuel mouvement. Tout est dynamique. Et même un deuil. Un deuil se réfère généralement à ce qu'une personne traverse quand elle fait face à la mort d'une personne proche. Ce deuil, il est dit qu'il se fait en plusieurs étapes, plusieurs phases. Choc, déni, tristesse, colère, acceptation. Celles-ci ne sont pas linéaires, ni nécessairement successives d'ailleurs. Une personne peut passer de l'une à l'autre dans une même journée ou dans une même semaine, et dans n'importe quel ordre, puis recommencer quelques semaines plus tard, quelques mois, avec une intensité plus ou moins forte. Intégrer dans son psychisme et dans son corps la mort d'une personne proche, ça prend du temps. Et ça en prend plus ou moins en fonction de la relation, de la place, et de l'importance de la relation dans la vie de la personne endeuillée. De la brutalité de la mort aussi, ou de la prévisibilité de la mort de la personne décédée. Chaque deuil est unique, car chaque relation est unique, et que chaque personne est unique. On vit un deuil en fonction de ces paramètres-là, qui sont toujours singuliers, et donc aucun deuil ne se ressemble. Bien sûr, on peut dégager des grandes tendances, observer le besoin de rituel, qui est organisé collectivement ou non. On peut observer des besoins qui y reviennent, celui de la remémoration, de la quête d'objets ou de la connaissance de l'histoire de la personne décédée. On peut observer une quête de sens, qui prend des formes très diverses selon les personnes, les cultures, les époques. Cette dimension culturelle est d'ailleurs très importante, car elle conditionne les croyances autour de la mort. Et de fait, on vit la mort d'un proche, les rites de funérailles, le deuil, au sens de porter le deuil dans sa dimension sociale, et le deuil au sens de processus psychique et physique, de manière très différente selon que l'on est de culture française, vietnamienne, mexicaine, ivoirienne, papoue, balinaise, etc. Les croyances et les rites varient énormément d'une culture à l'autre, et d'un moment de l'histoire à l'autre, et aussi au sein des groupes d'appartenance de la personne décédée. Tout cela joue évidemment beaucoup dans la manière dont une personne va vivre un deuil. Notre condition de mortel fait que nous avons inventé de nombreuses croyances et rites pour faire face à la mort, pour lui donner du sens, collectivement et individuellement. Je disais il y a un instant qu'un deuil est un processus vivant. En effet, même s'il y aura un avant et un après la mort d'un proche, un deuil, à mon sens, est un processus qui n'en finit jamais vraiment. Bien sûr, on peut parvenir à intégrer dans son psychisme et son corps qu'une personne est décédée. Mais il y aura plein de moments dans une vie qui activeront plus ou moins fortement la douleur de la mort de ce proche-là. Et ce seront autant de moments qui continueront à travailler la personne endeuillée, à poursuivre l'évolution de la relation avec la personne décédée. Un deuil, au fond, ne se termine jamais vraiment parce que la relation continue d'exister par-delà la mort. Et je ne parle pas ici de croyances religieuses, quelles qu'elles soient, mais parce que tant qu'on n'est pas mort, on pense aux personnes mortes. La relation avec elles continue de nous travailler plus ou moins, selon la relation, sa nature, sa place, son intensité, son importance. Comment traverser un deuil quand on vit la mort d'une personne proche ? Eh bien, comme on peut, comme on veut. La manière de vivre un deuil individuellement et collectivement est fonction des sociétés, des rites, des cultures, des familles, des tempéraments, etc. Donc, déjà, il y a des ingrédients plus ou moins intériorisés qui vont participer à la sauce que chaque personne va créer pour traverser ce deuil-là et pas un autre. À cela, il faut ajouter qu'il est essentiel de garder à l'esprit que chaque relation est unique, chaque personne est unique, et qu'il n'y a donc pas une recette pour traverser un deuil, ni une bonne manière de le faire, ni une mauvaise, mais une manière unique, à chaque fois. Il s'agit surtout de s'autoriser à vivre tout ce qu'il y a à vivre là-dedans, car un deuil en convoque toujours d'autres, ou vous saute à nouveau à la figure à un moment de votre vie, à la naissance d'un enfant, à l'âge qu'avait la défunte ou le défunt, à la lecture d'un livre, lors d'un voyage, etc. Bref, un deuil est vivant,
tout comme vous, qui m'écoutez, êtes un être vivant. Il n'y a pas de livre de recettes. Il y a quelques prêts à penser et à faire, dictés par votre culture, la société dans laquelle vous êtes, les habitudes de vos familles. Il y a tout ce que vous pouvez inventer, imaginer pour vivre ce moment. Et ne pas seulement le subir, même si avoir conscience que vous le subissez aussi en partie, c'est également le vivre. Je ne souhaite jamais bon courage aux personnes qui vivent en deuil. Je leur souhaite de le traverser de la manière la plus juste pour elles. En somme, je leur souhaite une belle aventure dans ce moment si intense et éprouvant de leur existence. Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.